sécurisation de la gare a apporté beaucoup de progrès. C'est une Depuis réelle 2 jours, je peux même sécurisation. pas avoir des nouvelles de ma fille qui était au Bataclan. Il n'y a personne qui est capable de me donner des nouvelles de ma fille. S'il vous plaît. Ma fille, elle est au Bataclan depuis 2 jours, je sais même pas où elle est. C'est inadmissible dans ce pays. Là, ce genre d'arrêt aussi, mais on va essayer d'apporter le réponse. Vous êtes allé à l'école J'ai été à l'école militaire, il n'y a personne qui sait rien. J'ai téléphoné. Bonjour à tous, bienvenue pour une émission spéciale aujourd'hui sur ma chaîne avec Patrick. Patrick, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors Patrick, on va aller droit au but. Votre fille est morte au Bataclan l'an dernier, Oui. et c'est à ce titre que je m'entretiens avec vous. Ma première question va paraître un peu peut-être idiote ou déplacée, mais comment vous vous sentez un an après Très mal, Ouais. très mal, ma fille me manque. Certains m'avaient dit tu verras avec le temps tout se calme. Moi c'est l'inverse, plus le temps passe et plus je ressens ce manque et plus la distance, le temps qui me sépare de ma fille Ouais. m'est compliqué, quoi. Vous n'arrivez pas à en faire le deuil Ouais. Non, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est ma fille, Ouais. parce que je trouve anormal qu'un enfant parte avant les parents. C'est sûr. Et puis, la façon dont elle est morte, je ne supporte pas. J'ai vraiment l'impression qu'elle est morte pour rien. Ouais. Et surtout, tous ces morts qui ont eu lieu au Bataclan auraient pu être évités. Oui, justement, on va aborder ce point-là. On va faire un petit panorama pour les gens qui ne vous connaissent pas. Quelle était la raison pour laquelle votre fille se trouvait au Bataclan? Ma fille travaillait au Bataclan, elle était ingénieure lumière au Bataclan Ouais. depuis 2-3 ans. Et bon, d'après les gens du Bataclan, ils m'ont dit que ce soir-là, elle travaillait pas, mais bon, ça, j'en ai pas encore la preuve. Ouais. Néanmoins, elle était là pour voir le spectacle de ce groupe D'accord. de musique, quoi. D'accord, donc oui, elle était peut-être venue, c'était en dehors de ses heures de service, mais elle était venue parce qu'elle a des amis. C'est ce qu'on m'a dit, mais enfin bon, vous savez, c'est toujours pareil. Après un tel drame, pour éviter de mettre en cause des assurances et autres, Oui, on bien dit sûr, ouais. que elle ne travaillait pas ce jour-là. D'accord. Bon, moi, j'en ai aucune preuve. Hein. Bon, Donc, ça reste un détail à l'échelle du drame. bien sûr. Alors, la particularité, c'est que certains vous ont peut-être déjà vu parce qu'on vous a vu interpeller Valls quelques jours après le Bataclan. Le lendemain. Ah, c'était le lendemain. Parce que vous n'arriviez pas à obtenir d'informations sur votre fille. Alors, comment ça se fait que ça a été si long? Pourquoi vous avez mis autant de temps à apprendre Parce que les arcanes de l'État sont complètement nuls, c'est-à-dire que ils ont réuni les corps qui étaient décédés à l'Institut médico-légal, et puis après, il faut attendre que chaque médecin légiste identifie la personne décédée. Alors que moi je trouve qu'à notre époque, il y a un moyen très simple, c'est d'envoyer un officier police-judiciaire avec un photographe. Et je parle pour les gens qui étaient reconnaissables, parce que malheureusement il y a des corps qui étaient tellement mutilés que c'était pas possible. Mais pour les gens reconnaissables, les prendre en photo, afficher les photos dans la cellule de crise de façon à ce que chacun puisse mettre un nom sur son proche. Ouais. Et puis éviter de perdre 48 heures dans cette école militaire en guettant l'imprimante qui crache du papier en se demandant est-ce que ma fille elle est là, est-ce que ma fille elle est là, et puis tout en essayant par le biais de son portable de questionner tous les hôpitaux de la région parisienne où on se fait jeter parce que les hôpitaux ils ont autre chose à faire et ils en ont marre d'être questionnés. Ouais.
parce qu'on n'est pas les seuls, voilà. Et bon, moi, mon frère était venu me donner un coup de main pour faire justement le tour des hôpitaux. Donc il arrivait par le train de Lille à la gare du Nord et il s'est avéré que que j'ai croisé Valls, Le Drian et Cazeneuve. Vous les avez cherchés ou vous les avez croisés Ah non, ils étaient venus faire leur tour des popotes, quoi, pour montrer que en état d'urgence, on protégeait les Français. En fait, on protège rien du tout, mais enfin, on se montre, quoi. Oui, voilà. Alors, il était entouré de tout un service d'ordre, bien évidemment, puisqu'ils étaient 3 ministres. Moi, j'étais tellement en colère que je suis passé à travers le service d'ordre et j'ai atteint Monsieur Valls qui m'a dit qu'il allait s'occuper personnellement de mon cas. Alors justement, est-ce que la recherche s'est accélérée? Absolument pas. Absolument pas. Il m'a mis soi-disant dans les mains de son conseiller spécial. Son conseiller spécial m'a dit, écoutez, je vais faire des recherches immédiatement et je vais vous appeler. Bon, moi, j'ai appris à l'école militaire de Paris que ma fille était décédée. Il devait être 10h, 10h05. Et ce monsieur m'a appelé à 10h30. Alors, attendez, vous l'avez appris quand? Le 14 au soir, le 15? Le 14. Le 14, oui, d'accord. Non, le 15, pardon, excusez-moi. D'accord, ok. Donc le lendemain de voilà, votre rencontre avec Valls. Ouais. Non, le jour du rencontre, parce que en fait j'ai rencontré Valls le dimanche midi, à 13h, enfin midi et demi, 13h, un truc comme ça. D'accord. Et vous me disiez, Orchamps, que à présent, avec le recul, vous regrettez de ne pas avoir été plus incisif avec Manuel Valls, puisque... Ah ouais, j'estime que j'aurais dû lui mettre mon poing dans la figure parce que au moins il se serait rendu compte de ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Parce que je crois qu'en fait, il s'est contenté de me mettre dans les mains de son conseiller et le reste, il n'en a rien à faire. Il n'en a absolument rien à faire. C'est pas son problème. Il est passé à autre chose. Et puis on va d'attentat en attentat comme ça, sans que rien ne bouge. Vous ressentez une indifférence de la part du gouvernement pour... Absolument, absolument. On se demande même s'ils sont pas complices, voire même instigateurs de ces attentats, parce que rien n'est fait, rien n'a bougé depuis Charlie, rien n'a bougé. Ouais. Déjà, moi, quand c'est arrivé le Bataclan, c'était après Charlie, je leur ai dit, mais vous avez fait quoi depuis Charlie? Rien. Et depuis le Bataclan, rien n'a été fait. On a quand même subi le cinglé là dans le Thalys, grâce à 3 marines américains, ça s'est arrêté là. On a quand même subi Nice, on a quand même subi ce pauvre prêtre. Rien n'est fait, rien n'est fait. Mais comme a dit le secrétaire d'État aux anciens combattants, M. Todeschini, mais M. Jardin, vous inquiétez pas, vous serez indemnisé. Voilà ce qu'on m'a dit. Comme si ça pouvait remplacer votre fille. Jamais. J'ai failli lui sauter dessus parce que je comprends même pas qu'on puisse faire de telles réflexions, quoi. Un ministre qui normalement a fait des études, je comprends même pas qu'il puisse dire de telles âneries. Ouais. Alors, quand à l'instant même où vous avez appris que votre fille était décédée, qu'est-ce que vous avez ressenti? Enfin, vous avez dû ressentir de la colère, mais qu'est-ce que vous avez ressenti en dehors du chagrin immense? Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la haine, une haine incommensurable vis-à-vis des islamistes, ouais, bien sûr, et vis-à-vis de tous ces politiciens qui sont en grande partie responsables de ce qui nous arrive. Ouais. Ça, une haine mais phénoménale. Alors vous me demandez ce que M. Valls avait fait pour moi. Ouais. Pas grand-chose, si ce n'est que son conseiller, lorsque j'ai appris que ma fille était décédée, a intercédé pour que je puisse voir ma fille immédiatement. Donc ils ont fait rouvrir quand même l'institut médico-légal le dimanche soir à 11h du soir pour que je puisse aller voir ma fille. Mais ce qui est d'autant plus rageant, c'est que quand je suis arrivé à l'institut médico-légal, ils n'ont pas sorti 3, 4 ou 5 corps parce qu'ils avaient un doute. Ils en ont sorti un, c'était celui de ma fille. Donc ils savaient bien. Alors, donc pourquoi faire attendre les gens comme ça? C'est de l'acharnement, quoi. C'est épouvantable. Pardonnez-moi de cette question, qui peut relever du détail sordide, mais votre fille était, vous avez réussi à la reconnaître, elle était... Ah oui, tout à fait. Au visage, elle avait rien.
D'accord. Elle a pris des balles dans le thorax. D'accord. Ouais. Et elle a été criblée d'impact. Alors ça, je suppose que ce sont les fragments de la bombe quand l'autre il s'est fait exploser. Ah d'accord. Bon, je le sais depuis peu parce que j'ai quand même eu le rapport d'autopsie au mois de octobre 2016. C'est-à-dire presque un an après le décès de ma fille, alors que mon avocat le réclamait à corps et à cri pratiquement hebdomadairement auprès des juges d'instruction. Oui. Alors, j'imagine que bien sûr, vous avez vraiment mené votre enquête personnelle pour savoir ce qui s'était passé à l'intérieur de The Bataclan. Écoutez, il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles toutes les victimes n'auraient pas été tuées par balle. Est-ce que vous confirmez Absolument, mais ça c'est de notoriété publique. Ouais. Il suffit de lire le rapport parlementaire qui est disponible sur Internet par tout à chacun. Il y a des gens du GIGN qui sont rentrés dans la pièce du Bataclan et pourtant ces gens sont formés et côtoient la mort chaque jour. Ils sont ressortis de là en vomissant tellement c'était horrible. Ouais. Donc oui, c'est une notoriété publique. Ces gens se sont acharnés sur des victimes. Non, ça signifie que le temps que les forces spéciales interviennent, ils ont torturé certaines victimes. Sûrement. Ouais. Sûrement. Terrible. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'un drame comme le Bataclan ne se reproduise plus? Là, je vais être direct. Déjà, tous les gens qui ne sont pas d'origine française et qui n'ont pas la nationalité française, il faut les sortir du territoire français. A fortiori, les fichiers S. Il faut rétablir des frontières, mais des frontières hermétiques. Moi, j'habite en Belgique. Je passe la frontière 2 ou 3 fois par jour. J'ai jamais vu un flic. J'ai jamais vu un douanier, j'ai jamais vu personne, ce qui fait que n'importe qui peut passer la frontière, et même au plus fort moment, après les attentats, soi-disant qu'on nous avait mis un état d'urgence maximum, c'est que du pipeau. Vous faites 3 km d'ici, vous prenez l'autoroute, vous allez à Gand, vous allez voir, il n'y a pas un seul flic, il n'y a pas un seul douanier, il n'y a rien. On peut faire passer ce qu'on veut. On fait passer ce qu'on veut. On bourre le mou aux gens en leur disant que on les sécurise, on surveille, et si et là, c'est absolument du pipeau. Et j'imagine qu'avec l'attentat qu'il y a eu à Berlin récemment, ça a mis en lumière encore une fois la problématique de Schengen. Mais oui, mais j'ai même pas eu besoin d'attendre ça, monsieur. Moi, j'ai été convoqué comme toutes les victimes par les juges d'instruction au mois de mai. Ouais. Il s'avère que moi j'étais convoqué le jour du milieu. Les juges d'instruction ont fait un travail remarquable. Ils ont reconstitué tous les chemins parcourus par les djihadistes avant leurs méfaits. C'est éloquent. Ils se sont promenés, ils ont été faire leur marché partout. Ils ont été en Syrie, ils ont été en Turquie, ils ont été en Allemagne, ils ont été en Autriche, ils ont en Hollande, et ils rentrent à chaque fois en France via la Grèce avec les migrants. Oui. Parce que les migrants, on nous parle des migrants, mais les migrants, ce sont des faux migrants. Moi, je sais pas, mais si j'avais la guerre dans mon pays, si je devais quitter mon pays parce que je suis en danger et qu'il y a la guerre, je m'en vais pas seul, je m'en vais avec ma femme et mes enfants. Oui, or, eux, ils partent, il y a que des hommes qui arrivent. Laissez-moi douter de la sincérité de leur migration. Oui, c'est-à-dire que, pour expliquer aux gens plus en détail, comme évidemment il y a des contrôles aux aéroports, les gens qui vont faire le djihad en Syrie, lorsqu'ils reviennent en France ou en Belgique commettre leurs méfaits, ils s'arrêtent en Grèce et ensuite ils font le reste du voyage à pied ou en voiture. Ils passent par la Grèce et la Turquie. Ouais. Voilà. Alors, j'ai une question un peu frontale. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux gens qui prétendent que l'islam est une religion de paix? Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour les Français de vivre avec des musulmans? Est-ce qu'on est compatible? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. De toute façon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le roi du Maroc, il l'a signalé, il l'a dit maintes et maintes fois. On peut pas vivre en bonne intelligence avec ces gens-là. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de voir les choses. Ces gens-là veulent dominer et nous, on refuse, enfin certains refusent de se laisser dominer. C'est absolument incompatible. Vous savez, vous mettez du vinaigre dans l'huile, vous n'arrivez pas à les mélanger. Ben là, c'est pareil. Ouais. Alors, dans les milieux un peu dissidents,
on prétend que les musulmans intégristes ne sont pas forcément les vrais coupables de ces tueries. Enfin, c'est des théories comme ça, qu'ils pourraient être financés par des États étrangers comme Israël. Qu'est-ce que vous pensez de ces théories-là ? Une chose est sûre, c'est qu'ils sont financés en grande partie déjà par l'Arabie Saoudite et l'Irak. Oui. C'est pour ça que peu de temps après les attentats du Bataclan, j'ai écrit à Hollande, qui d'ailleurs m'a pas répondu sur le sujet, comme quoi j'étais outré qu'il ait décoré de la Légion d'honneur le prince d'Arabie Saoudite. Oui, pour moi, la Légion d'honneur, c'était pour récompenser des Français qui avaient défendu l'honneur de la patrie. Bien sûr. Je vois pas pourquoi on va donner la Légion d'honneur à ce gars-là. Il a rien fait pour la France. Au contraire, il a financé les djihadistes pour commettre des attentats ici en France. Cela dit, il faut quand même être honnête, les djihadistes, ils ont des armes qui viennent de France, qui sont payées par l'Arabie Saoudite, mais nous on les fournit de l'autre côté. Oui, il y a un vrai problème. Donc c'est quand même absolument anormal, quoi. On fournit des gens des armes pour qu'on nous tire dessus. En fait, cette alliance diplomatique et économique entre la France et les pétromonarchies, elle vous insupporte. Absolument, absolument. Qu'on leur achète du pétrole, qu'on commerce avec eux, oui, pourquoi pas. Mais ça doit s'arrêter là. Il faut. Ça, je vais vous dire, il y a Monsieur Chirac qui a pondu une loi comme quoi les Irakiens, quand ils venaient en France, ils pouvaient acheter ce qu'ils voulaient, mais ils ne payaient pas d'impôts. Résultat, au PSG, les mecs, je sais pas, mais a priori, ils ne doivent pas payer d'impôts, et la moitié des Champs-Élysées leur appartiennent. Bon, moi, si j'achète un bâtiment et que je le revends, je dois payer une plus-value, plus la CSG, plus la CRDS. Alors, j'en conclure que M. Chirac est raciste et qu'on est défavorisé par rapport à ces gens-là. Il y a une aide à l'installation de ces orientaux. C'est inadmissible. Les plus beaux hôtels maintenant sont tenus par les Arabes. C'est quand même l'hôtel Ritz, c'est un Arabe qui le tient. Oui. Bon, c'est quand même inadmissible, quoi. Alors que c'était les fleurons de l'hôtellerie française. Moi, je ne peux pas comprendre ce genre de choses. Est-ce qu'à votre avis, l'État français souhaite un conflit entre les Français de souche et les arabo-musulmans, ou est-ce qu'au contraire, il fait tout pour que le peuple français reste stoïque face à ce qui lui arrive ? Je crois que l'État français, il endort le peuple pour que personne ne bouge, ce qui leur permet de faire leur magouille par derrière. J'en reviens à ce fameux accord qui a été signé en catimini, je dirais, à Barcelone en 73 et ratifié par des accords après à Strasbourg, toujours en catimini en 2000, qui permet maintenant aux Arabes de vivre en France comme s'ils étaient chez eux, avec leurs coutumes, leur foi, leur accoutrement, comme s'ils étaient en France, comme s'ils étaient chez eux. Vous pouvez... C'est un document qu'on aura relayé, je fais une aparté sur ce vélo, le site que je tiens avec Yann Mercado, et c'est Alain Wagner qui a parlé de cette chose-là, et c'est un document que vous pouvez trouver sur Internet. Absolument, parce que moi j'ai vu également le reportage d'Alain Wagner, mais bon, je suis extrêmement méfiant parce que sur Internet circule tout, donc j'ai été vérifier les sources, et ce monsieur, il a parfaitement raison. Mais il faut quand même ajouter une chose, c'est que ce document a été établi suite à un document qui avait été établi en 1923 et qui avait été interrompu par l'avènement d'Hitler. Donc c'est pas récent ça, et ça c'est repris après en 73 et on a recommencé sur la même base. Donc pour détailler, les gens comprennent bien, en fait c'est une sorte d'accord pour qu'en échange de travailleurs extra-européens ou orientaux et de leur installation en France, on leur garantit de préserver leurs coutumes et leur religion, c'est-à-dire de ne pas s'intégrer finalement à la France, quoi. Absolument. Alors bon, il est évident que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais est-ce que vous arrivez à vous projeter, à imaginer des temps de paix durables dans une France qui contient des milliers d'extra-européens, souvent musulmans ? Non, je n'y crois absolument pas. Vous dites que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Donc, moi j'avais 10 ans en 62, lorsque les Français qui habitaient un département français, c'est-à-dire l'Algérie, ont été, je dirais... Éjectés, oui. J'aimerais qu'on fasse la même chose actuellement avec les Arabes. Parce que j'estime que, de toute façon,
on est arrivé à un point de non-retour. Alors effectivement, il y en a peut-être des bons, mais malheureusement, c'est comme dans la vie de tous les jours, les bons payent pour les mauvais. C'est comme ça. Et moi, je préfère qu'on mette des Arabes, même s'ils sont bons, en dehors de France, plutôt que mon fils soit un jour fusillé comme l'a été ma fille. Oui. C'est sûr que pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de discours, ça peut paraître terrible, mais en fait, vous vous dites que finalement, c'est une espèce d'amalgame prophylactique, c'est-à-dire, on est certain, si les deux peuples vivaient éloignés les uns des autres, qu'il n'y aurait pas ce genre de conflit, en tout cas, quoi. Bah, au moins pas chez nous. Ouais. Bon, après, il y aura peut-être des conflits entre les nations, ça c'est autre chose, mais au moins chez nous, on serait tranquille. Et bon, déjà, ce sera un grand point. Là, vous pouvez pas aller à un match de football sans vous risquer de vous faire exploser, à un concert sans risquer de vous faire mitrailler. Ça devient épouvantable. Je me souviens d'un match qui avait eu lieu entre la France et l'Algérie où le président Chirac avait été obligé de partir. Mais c'est quand même, fou, je sais pas dans quel monde on vit, quoi. En fait, je crois comprendre que ce qui est certain, c'est que cette cohabitation en fait avec des étrangers est difficile en France et voire impossible. Et vous dites que même s'il y a des Arabes qui sont intégrés, pour le bien de la France, ce serait la remigration est indispensable en fait. Oui, parce que je vais vous dire une chose, je ne crois pas au fait qu'il y ait des bons Arabes. Vous savez, lorsqu'il y a eu les attentats, on a entendu 2 ou 3 fois Monsieur Ali Boubaker, qui est venu nous faire un peu de cinéma à la télévision, et puis ça s'est arrêté là. Si vraiment il y avait de si bons Arabes, ils feraient leur police eux-mêmes et ils seraient offusqués de ce qui s'est passé. Or, on les entend jamais. Donc ça me pose des questions quand même. Il est vrai aussi que Abdeslam a réussi à se réfugier en Belgique et y rester longtemps, ce qui prouve qu'il a été protégé par sa communauté lorsqu'il y était, avant qu'on le capture. Vous voyez ? Bien sûr. Mais de toute façon, ce sont des gens qui, contrairement aux Français, se tiennent tous les coudes. Et c'est très dangereux. Parce que, comme je vous disais, même le meilleur des Arabes aura tendance à protéger son congénère plutôt qu'un Français. Un instinct tribal. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis pour la remigration, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, parce que même chacun chez soi dans son pays et on n'en parle plus. En dépit du fait qu'il peut y avoir des Arabes assimilés à la culture française et qui se comportent très bien et qui ne commettent pas de violence, ça ne constitue pas une masse critique qui permet d'envisager un vivre ensemble en fait. Déjà, et puis ces gens-là, vous les entendez pas quand il y a un attentat. Le pas d'amalgame, c'est un truc de blanc en fait. On voit rarement des arabo-musulmans défiler en disant... Et je vais vous dire, s'ils voulaient, ils feraient leur loi eux-mêmes et ils diraient à leurs congénères, bon bah maintenant ça suffit, vous restez droit parce que c'est nous qui allons en subir les conséquences. Mais jamais vous entendez ce genre de discours, jamais. Est-ce que vous pensez que nous parviendrons à vaincre le terrorisme? Et pour cela, est-ce qu'un changement de parti politique ou de régime de pouvoir est nécessaire? Bah écoutez, il faut être honnête, moi je fais pas de politique, mais on a depuis 45 ans essayé la pseudo-droite, on a essayé la gauche, et vous voyez où on en est. Bon, je pense qu'il est temps de changer complètement son fusil d'épaule et puis d'essayer autre chose. Alors bon, on va pas se voiler la face, c'est sûr que quand je dis autre chose, je pense à Marine Le Pen, bien sûr. C'est bien d'être clair. Mais bon, je sais pas si cette femme aura ce qui manque actuellement aux hommes politiques pour réussir à rétablir l'ordre. Mais au moins, on aura essayé. Parce que là, sinon, je vois pas, à part une sorte de dictature qui reviendrait en France et qui serrait un bon coup la vis et avec des militaires dans la rue et en leur donnant le droit, bien évidemment, de tirer pendant 4 ou 5 ans, histoire de remettre les idées en place à chacun. Martial, peut-être, pourquoi pas, parce que bon, là, ça devient impossible. Vous savez, moi, quand j'étais gamin,
carrefour, il y avait un flic en képi blanc Ouais. qui était qui tournait des boutons pour changer les feux. Ouais. Bon. Et quand j'avais fait des bêtises, mon père il me disait attention, hein, je vais aller te conduire à monsieur l'agent. Et moi j'avais peur. Ouais. Et maintenant je vois des gamins qui ont 12, 13, 14 ans qui mettent le feu aux flics. Ouais. Mais on va où là? Ouais, c'est le contraire de ce qu'il faut, quoi. On va où? Une société tient pas comme ça. C'est pas possible. À partir du moment où on ne respecte même plus les gens qui sont chargés de maintenir l'ordre, Ouais. c'est la chienlit, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que ce qui est insupportable, c'est de voir tous ces migrants arriver aux frontières et de les voir traverser la frontière comme s'il était impossible de les arrêter. Alors que c'est une question de politique, réintroduire les douanes, finalement c'est ça que bien vous sûr. prenez. Bien sûr. Mais vous savez, quand je suis allé voir les juges d'instruction au mois de mai, ils nous ont avoué qu'il y avait 15 000 djihadistes, pas des migrants, hein, djihadistes, qui étaient pénétrés sur le sol français. 15 000 15 000, c'est énorme. Je ne sais pas combien de personnes il y a dans l'armée française, mais moi 15 000, ça m'a paru énorme. Et en plus de ça, ça me fait très peur. Ouais. Je me dis, il me reste plus qu'un fils, comprends, il habite à Paris. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand je suis allé me promener une fois à la centrale près de Dunkerque, la centrale atomique de près de Dunkerque. Je suis rentré incidemment sur le lieu de la centrale. J'ai pas été intercepté, si ce n'est qu'à la fin, il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur, là d'où vous venez, c'est absolument interdit. Et si j'avais eu une mauvaise intention, peut-être j'aurais pu faire sauter le réacteur atomique. Et rien n'est surveillé. C'est-à-dire que maintenant, avec votre regard de proche de victime, vous vous rendez compte à quel point le système de sécurité est perfectible. Mais je me rends compte surtout qu'on n'est pas du tout protégé. Ouais. Que c'est un leurre. C'est un leurre. Et j'entends, je me souviendrai tout le temps lorsque j'étais à l'école militaire, en attendant ce qu'était devenu ma fille, j'ai eu l'occasion de croiser un général qui m'a dit, monsieur, vous savez, il y a monsieur Hollande qui se demande s'il va pas faire une intervention terrestre en Syrie. Ouais. Il dit, on essaye de l'en dissuader parce qu'il dit, on a des engins qui ont 40 ans, qui sont à bout de souffle, et on n'a même pas les sous pour acheter les pièces détachées qui pour me permettre de les remettre en état. Ouais. Hein, et la semaine d'après, je voyais une émission à la télévision où des soldats de l'armée française partaient en mission avec un engin motorisé, et les mecs ils sont tombés en panne de pompe injection en plein désert et ils se faisaient canarder. Et les mecs ils étaient obligés de changer leur pompe à injection en plein désert. Donc et on laisse partir des jeunes de 20-25 ans comme ça avec du matériel qui tient pas. C'est criminel ça. Ouais. C'est criminel. Alors je me dis, on n'est pas défendu, l'armée elle a plus rien. Je suis allé au quai des Orfèvres, les mecs ils m'ont dit on est obligé d'acheter nous-mêmes nos gilets pare-balles parce que les gilets pare-balles qu'on a, ils résistent pas aux armes de guerre, ils résistent aux armes de poing mais pas aux armes de guerre. Ouais. Mais on en va. Alors que je pensais que le GIGN c'était quand même les gens qui étaient au top de la police française. Ce que vous dites est vraiment terrifiant, c'est-à-dire que c'est affolant. on est en sécurité nulle part Absolument. en fait. C'est affolant. D'ailleurs, le sort vous a un petit peu poursuivi indirectement parce que vous m'avez expliqué qu'un ami a perdu sa Oui, nièce oui, dans les le- attentats de Le Nice. un peu 14 plus tard. juillet, je regardais le feu d'artifice au Trocadéro. Mhm. Et au moment où je le dis, je dis à mon fils, tu t'imagines s'il y avait un camion qui rentrait dans cette foule? Et au moment où je le dis, c'était sur BFM, on voit défiler un bandeau comme quoi il y a un camion qui est rentré dans la foule à Nice. Et j'ai un de mes amis qui m'appelle dans la nuit en disant, bah, ma nièce est décédée. Elle était partie voir le feu d'artifice, ma nièce est décédée, mais on n'arrive pas à la retrouver. Comment t'as fait toi? Où est-ce que je dois m'adresser? Parce qu'il était affolé, ce garçon. Terrible. Et c'est épouvantable. Et on a revécu les mêmes choses. C'était une enfant. À 4 ans. Et elle est morte avec ses parents ou simplement elle Bah, c'est pas, sa mère était avec elle, mais sa mère a été blessée, mais pas Terrible. pas gravement, quoi. Ouais. Mais la gamine, elle est décédée. On peut imaginer voir son enfant mourir devant soi. C'est inimaginable, en fait. Moi, ma fille n'est pas morte devant moi, mais je peux oui. vous dire que perdre déjà un enfant, tout c'est comme, ouais. épouvantable. Ouais, bien sûr, bah,
Surtout que ce que j'avais trouvé très, très touchant quand vous aviez dit, finalement c'est pas tellement la mort en soi parce que tout le monde meurt un jour, c'est le fait que ce soit une mort, c'est pas une mort accidentelle, c'est pas une mort de maladie, c'est une... Si vous voulez, j'aurais eu autant de mal si ma fille était décédée d'une maladie ou d'un accident de voiture, ou enfin bref. Mais là, c'est pour rien, quoi. C'est la haine, quoi. Ça ajoute au chagrin la colère, en fait. C'est l'envie de se venger alors qu'on peut rien faire. C'est épouvantable. Moi, je m'étais toujours dit, si jamais un jour il y a quelqu'un qui touche à ma femme ou à mes enfants, je le tue, quoi. Et là, je peux rien faire. Je suis là. J'ai honte d'aller au cimetière et puis de dire à ma fille, bah tu vois, je suis là, je viens de dire bonjour, mais je peux rien faire pour toi. Vous sentez impuissant. Et ça m'est surtout très que compliqué. C'est une nouvelle forme de guerre où les coupables se suppriment eux-mêmes. Donc en fait, il n'y a même pas la possibilité. Bon là, il y a peut-être Abdeslam, ce qui est assez inédit, mais. Ouais. Là, si on ne le suicide pas d'ici là. Ouais. Vous pensez qu'on ne le laissera pas s'exprimer? Ah, déjà là, il parle pas. Hein. Ouais. Je vais vous dire sans. Enfin, je me disais l'autre jour, si jamais il était dans les mains de Monsieur Poutine, je crois qu'il parlerait. Mais dans les mains de Monsieur Hollande, il n'est pas là de parler. Vous pouvez parler à cœur ouvert. Qu'est-ce que vous pensez qu'il mérite, Abdeslam? Vous pensez qu'il devrait être exécuté Écartelé sur la place publique. D'accord. Pour montrer en exemple à tous ses congénères. D'accord, ouais. Comme dans le temps, ils emploient des méthodes archaïques et barbares, et ben il faut leur faire la même chose. Vous pensez que ça les dissuaderait? Parce qu'ils ont l'air d'être déjà... Vous savez, j'ai travaillé 11 ans à Tourcoing. Oui. Bon, vous n'êtes pas d'ici, mais Tourcoing, c'est l'Afrique du Nord. Hein. Je connais un peu. Bon. Ouais. J'étais amené à faire le coup de poing tous les jours. On n'est pas... excusez-moi, je vous ai interrompu. On n'est pas loin de Roubaix aussi, ou c'est... Pareil, c'est l'Afrique du Nord aussi. Ouais. Pour vous donner une idée, moi j'avais une agence de location de voitures. Quand je partais en vacances, j'étais obligé de démonter les roues des voitures, les emmener dans le garage de mon domicile pour éviter qu'on me prenne les voitures. Incroyable. J'étais devenu inassurable, j'étais assuré, j'étais cambriolé pratiquement toutes les semaines. Je vous parle de ça, c'était dans les années 91. Ça, vous plaisantez pas, toutes les semaines, c'était vraiment... C'était réellement toutes les semaines, à tel point que j'étais devenu inassurable. Donc sans assurance, je ne pouvais plus travailler. Alors, ce sont des gens que je connais bien. Ouais. Le seul moment où je les ai vus raser les murs, c'était pendant la guerre du Golfe. J'ai jamais compris pourquoi, parce qu'en fait, à Tourcoing, la guerre du Golfe, il n'y a pas eu de retentissement important, mais enfin, eux, là, à ce moment-là, ils rasaient les murs. Et je pense que c'est un peuple de pleutres et de couards. Donc, si on frappe plus fort qu'eux, ça va vite se calmer. Vous pensez qu'ils ne respectent que l'autorité, c'est ça? Absolument. Absolument. D'ailleurs, vous regardez dans tous les pays arabes, s'il y a un despote à la tête, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. On a eu tort de jeter dehors Kadhafi et toute cette bande-là, mais c'est une faute professionnelle grave. Oui. Il fallait les laisser. Et M. Bachar el-Assad, il faut le laisser surtout. C'est la question que j'avais posée justement. Est-ce que vous pensez que l'interventionnisme occidental est pas aussi la cause de ces morts par... Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, c'était écrit un jour ou l'autre. Ils voulaient nous remplacer. Vous savez, il y a un prof d'université ici à l'île 2 qui a déjà fait parler de lui il y a 10-15 ans. En disant que les Arabes allaient conquérir l'Europe par le ventre de leurs femmes. Oui. Bon, c'est un prof de l'université. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi l'éducation nationale ne l'a pas viré science tenante. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Donc, c'est bien dans leur tête depuis bien longtemps, bien avant les attentats. Oui. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'on a viré Kadhafi et tout ça que ils se sont vengés. C'est un prétexte. C'est leur projet religieux, humain. Bien sûr, oui. Ouais. C'est écrit dans le Coran d'ailleurs. Hein. Alors sur Radio Monte Carlo, vous avez dit dans une interview, tout a été fait pour qu'on ait en France un siège d'islamistes et de terroristes. Résultat, on n'est plus en sécurité nulle part. La preuve, c'est que Manuel Valls lui-même nous a dit qu'il fallait s'attendre à ce que nous ayons de nouveaux attentats. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Ce qui est un aveu d'incompétence. Absolument. Vous maintenez votre... Absolument.
Absolument. Je comprends même pas qu'un chef de gouvernement puisse dire de telles bêtises. S'il est persuadé qu'il va y avoir d'autres attentats, c'est à lui de prendre les mesures pour qu'il n'y en ait pas. On dit pas aux gens, vous savez, méfiez-vous parce que vous risquez encore en plus de sauter. C'est quand même inadmissible. Il a qu'à prendre les mesures, il a les moyens, il a qu'à prendre les mesures pour que ça n'arrive plus. Ouais. Vous savez, c'est très simple. Il y a des zones de non-droit, il n'y a qu'à envoyer l'armée avec des engins militaires, nettoyer tout ça. Vous faites ça dans 5-6 coins de France, ça va déjà calmer les choses. Ce qu'avait annoncé Sarkozy sans le faire, quoi. Bah, c'est-à-dire le Karcher. Bien sûr. C'est sur ça qu'il s'était fait élire, et puis finalement... Bien sûr. Et tout le monde sait que dans toutes les mosquées de France, c'est là où se passe le plus gros trafic de drogue et le plus gros trafic d'armes. Bon, on bouge pas. Il y a une mosquée à Brest où l'imam, tous les jours, prêche en français, je précise bien en français, en disant qu'il faut tuer des Français. Il est en liberté, le mec. Vous êtes sûr de ce que vous dites là, parce que c'est quand même grave. Ah ben bien sûr. C'est notoriété publique. Regardez, vous allez voir sur Internet, vous allez voir. C'est une notoriété publique. D'accord. Oui, c'est l'imam qui prétend que la musique est satanique. Voilà, etc. Bon, et en plus de ça, je pense, et ça j'en suis pas sûr, mais je pense qu'on lui a même affecté un service de sécurité parce qu'évidemment il est menacé. Bien sûr. Bon, alors c'est quand même le monde à l'envers, quoi. Moi j'ai des amis, j'ai un copain avec lequel je joue encore au foot qui est marié à une Syrienne. Oui. Il m'a dit, moi j'étais à Damas, et en Syrie, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Il dit, on vit comme en France, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous regardez à la télé, on vous montre Mossoul et tout les ça. endroits où il y a l'État islamique, en fait. Mais bien sûr, donc c'est simple. Il suffit de réduire à néant, et il y en a un qui l'a bien compris, c'est M. Poutine. Il va les avoir jusqu'au bout, jusqu'au trognon, et il a raison, c'est la seule façon. Alors c'est vrai, il y a des dommages collatéraux, il y a des victimes civiles. Écoutez, moi personnellement, je préfère qu'il y ait des victimes civiles chez eux que chez nous. Oui, c'est vrai que... Voilà, c'est simple, c'est un raisonnement simple. C'est un raisonnement que M. Jean-Marie Le Pen avait dit une fois. Je préfère ma fille à ma cousine et ainsi de suite. Bon, et ben moi c'est comme c'est finalement pareil. C'est une question de hiérarchie, des souffrances humaines qui est compréhensible. Voilà. Moi je préfère que ce soit des Syriens qui tombent sous les bombes plutôt que ce soit ici en France des Français qui soient fusillés ou explosés ou égorgés il n'y a aucun problème. Est-ce que, en toute honnêteté, vous aviez des pensées similaires avant la mort de votre fille, ou est-ce que ça les a créées, catalysées? Non, j'ai des pensées similaires depuis que j'ai travaillé à Tourcoing. D'accord, ok. Depuis que j'ai côtoyé cette race, vous pouvez pas vous imaginer. Moi, il y a des commerçants qui vivent l'enfer. Il y a des commerçants qui sont obligés de fermer. C'est leur gagne-pain, quoi. C'est inadmissible. Et la police, elle fait ce qu'elle peut. Alors, elle peut pas prendre vraiment parti pour nous, mais ils en pensent pas moins. D'accord. Moi, j'ai dormi à un moment donné, dans un camping-car pendant 8 jours avec un fusil et un chien. J'ai le premier qui descend du toit, boum, je tire, j'en ai marre. Ça devient... Vous savez, moi j'ai commencé, quand j'ai repris ce fonds de commerce à Tourcoing, j'avais une caisse à outils, j'avais une voiture que j'ai dû vendre pour payer les 3 premiers mois de loyer, je commençais à sortir de la tête de l'eau, et j'étais cambriolé tout le temps. Il arrive à un moment donné, c'est votre outil de travail, quoi. Moi j'avais 2 gamins et une femme à faire vivre, vous êtes obligé de défendre votre outil de travail quand même. C'est la moindre des choses. Donc je peux pas admettre qu'on vienne comme ça me spoiler et m'ennuyer. Non. Et bon, si l'État fait pas son devoir, moi je le fais moi-même, c'est tout. Est-ce que vous êtes inquiet, de par votre franc-parler, est-ce que vous êtes inquiet de éventuelles représailles sur vous Je vais vous dire, moi je risque rien. De toute façon, ma vie est finie. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille, j'ai un fils qui s'est marié, donc je vis seul. Qu'est-ce que je risque? Vous avez le sentiment de n'avoir rien à perdre là. J'ai plus rien à perdre, ma vie de toute façon elle est finie, c'est tout, c'est comme ça. Ce que je peux dire, c'est que si jamais un jour ça arrive, ils ont intérêt à
à pas louper leur coup parce que moi je le louperai pas. Hein. Ouais. Ça c'est sûr. Après, on imagine aussi que les gens, qu'ils soient d'ailleurs blancs ou arabes, qui vous écoutent, ont une mensuétude liée au fait que vous êtes votre fille a été tuée, donc forcément c'est normal que vos propos soient amers, c'est tout à fait logique. Ouais, mais en toute honnêteté, déjà avant le décès de ma fille, j'étais déjà comme ça. Ah, d'accord, ok. Mes enfants ont été à l'école dans un établissement catholique renommé du coin, ce qui m'a coûté d'ailleurs une fortune. Enfin bon, j'avais fait ce sacrifice. Ouais. Et un jour, mon fils se casse le poignet. Donc on m'appelle, je dois aller chercher mon fils à l'école. Et on me fait patienter dans un couloir et je regarde et je vois il y avait toute une frise qui avait été faite par les élèves dans le couloir sur l'islam. Ouais. Donc le directeur arrive, il me salue et je lui dis mais monsieur, je dis c'est quoi ça? Dans une école catholique? Oui. Quel est le sens de tout ça? Eh ben c'était pour apprendre aux gamins ce qu'était l'islam. D'accord. Mais je dis apprenez-leur d'abord l'instruction religieuse. L'islam, moi je m'en fous. C'est leur culture personnelle, ils se la feront eux-mêmes. Mais j'estime déplacé et anormal. Ouais. Et ça m'a choqué. C'est affreux de voir je passe déjà, je passais pour une forte tête à l'époque. Et mon gamin, il avait quoi? Il avait 12-13 ans. Et pourtant, je trouve que c'est tellement du bon sens, quoi. Je veux dire, c'est la logique même. On est en France, on apprend moi, je la pense culture quand même, française. je pense quand même. En plus, je fais l'effort de le mettre dans un établissement catholique. La moindre des choses, c'est qu'on lui apprenne la religion catholique. C'est mon choix. Ouais. Après, mon fils ou ma fille, plus grands, s'ils avaient voulu opter pour une autre religion, bon, c'est leur choix. Bon, mais généralement, moi j'ai vécu comme ça. Mon père m'a mis aussi dans un établissement catholique. C'est l'évidence même, si vous payez pour qu'ils soient dans une école catholique. Bah oui. Bah oui. Terrible. Oui, parce que eux, dans leur école musulmane, ils apprennent pas le christianisme. Ça, sûrement pas. Ça, j'en suis certain. Ouais. D'ailleurs, je comprends même pas qu'on aide des écoles coraniques. Moi, franchement, faudra un jour qu'on m'explique. Mais bon. Alors, j'ai encore quelques questions. Est-ce que vous avez rencontré d'autres proches de victimes, et est-ce que certains ont votre point de vue? Non. Vous êtes un des seuls à... Non, je crois que, de tous ceux que j'ai rencontrés, je suis un des seuls à être dans la haine et dans l'attaque. Je fais partie d'une association du 13 novembre 2015 qui est dirigée par un monsieur qui est médecin qui s'appelle Georges Saline. Ce monsieur travaille dans une fondation à Paris, je l'ai rencontré. Je peux vous dire que le seul point commun que j'ai avec lui, c'est que lui, il a perdu sa fille, j'ai perdu la mienne. Ouais. Lui, il est dans le pardon. Moi, pas du tout. Je peux pas pardonner, je ne pardonnerai jamais. Ça, c'est impossible. Alors, il a beaucoup de chance, parce qu'en étant dans le pardon, il achète un peu sa tranquillité morale. Moi, je sais que j'aurai jamais la tranquillité morale. Ça veut dire qu'il y a une facilité dans le pardon, qui est de reprendre sa vie. À partir du moment où vous pardonnez, vous passez à autre chose, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je peux pas. Ma fille, c'est ma fille. Tous les jours, elle me manque. Tous les jours, je pleure. Tous les jours, je vais au cimetière. Tous les jours, je ne peux pas pardonner ça. Dans cette association, il y a un journaliste qui a perdu son épouse, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Je ne peux pas comprendre non plus. C'est des choses que je ne comprends pas. Ces gens qui ne tiennent ni responsables ni l'État ni les djihadistes, vous non, comprenez pas, quoi. De vous à moi, j'ai l'impression que ce monsieur Georges Saline, il est président de cette association parce que un jour ou l'autre, il vise une légion d'honneur ou une quelconque récompense comme ça, c'est tout. C'est terrible. D'en être encore là après la mort d'un proche. Moi, c'est mon avis. Maintenant, je peux me tromper, mais vous savez, tous les mails que je reçois de cette association sont des mails pour me dire que ils ont organisé une exposition, des trucs mais affolants. Et puis on se fout de la gueule du monde, quoi. Moi j'étais invité au concert pour la réouverture du Bataclan. Avec Sting. C'était Sting. Et le mec dans son tour de chant, c'est Inch'Allah. Bon, alors comme a dit un avocat bien connu, on a fini avec Allah Akbar et on recommence avec Inch'Allah, quoi. Bon, c'est quand même un crachat à la gueule des victimes, quand même. Sûr, c'est inadmissible. J'ose espérer qu'il l'a pas fait exprès, mais j'ai un doute. Ouais.
sous couvert de discours de paix, il y a une insulte à la mémoire des... Quand même, bon, c'est... Un jour, Hollande est allé mettre une gerbe place de la République à Paris, peu de temps après les attentats, donc sur le coup de midi, et l'après-midi, il s'est rendu à la Grande Mosquée de Paris. Ah, je savais pas ça. Bah, c'est quand même inadmissible, quand même. Quand je vous écoute, je me rends compte que les médias et les gouvernements tiennent vraiment à ne pas faire l'amalgame entre ce qu'ils disent l'islamisme et l'islam, mais vous trouvez quand même grossier de dire Inch'Allah, comme si en fait il n'y avait aucune responsabilité de la part de... Enfin, je sais pas, moi, c'est malvenu. Alors je dis pas que... Pas nécessaire, il y a d'autres façons. Oui, il y avait d'autres chansons peut-être à chanter, je sais pas. Enfin, moi je trouve que c'est une faute professionnelle, quoi. De même que lorsqu'Hollande, après avoir remis cette gerbe place de la République, s'en va à la Grande Mosquée de Paris, bon... Je sais bien qu'il, de par sa fonction, il doit aller à la Grande Mosquée de Paris, mais pas ce jour-là, pas l'après-midi, pas quelques heures après avoir remis une gerbe. C'est une faute professionnelle, quoi. Bon, enfin, Hollande, c'est pas la première ni la dernière. On a encore quelques mois et il nous en fera encore quelques-unes. Donc il a au moins ce... Ouais, au moins il est conscient. Par ailleurs, vous avez l'air assez agacé par tout ce qui est défilé de bougies lorsqu'il y a des morts, ce genre de manifestations. Qu'est-ce que ça a rapporté? On a eu Charlie, ils ont tous défilé dans la rue pendant je ne sais combien d'heures. On a eu le Bataclan, ça a recommencé, la place de la République, tout le monde allait porter sa bougie, son petit cœur, sa gerbe de fleurs, machin, ça là. À Nice, la promenade des Anglais, c'est pareil. Bon, il arrive un moment donné, on répond pas, si vous voulez, à des kalachnikovs qui mitraillent, à des camions qui écrasent ou à des couteaux qui égorgent par des bougies, des fleurs ou des dessins. Le pacifisme est un produit. Il arrive un moment donné. La première fois, on peut le comprendre. La deuxième fois, à la limite, mais il arrive un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il faut répondre à la violence par la violence. C'est comme ça. Voilà. Il y a une chose aussi très grave, c'est que vous m'avez expliqué que vous avez été suivi par des journalistes et tenu certains propos et vous avez été énormément censuré suite à... Ah bah oui, on n'est pas en démocratie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire dans les médias. Ouais. Moi, j'ai été suivi pendant 1 journée et demie par les journalistes d'Antenne 2 qui m'ont demandé de faire un reportage sur moi. Je leur avais dit, bah oui, je vois pas l'inconvénient. Pour finir, je suis passé 15 secondes au journal d'Antenne 2 le soir. Ouais. Donc je les ai rappelés en leur demandant s'ils se foutaient de moi ou quoi. Ils m'ont répondu, ouais, mais vous comprenez, on ne peut pas dire tout ce que vous pensez. De la même façon, j'ai été appelé un jour par Yann Barthès pour passer au petit journal. Ouais. Et moi, je ne connaissais pas cette émission. Il s'avère que cette émission est en direct. Ouais. Si je l'avais su, j'aurais pas agi comme ça. Mais bon. Il me dit, qu'est-ce que vous allez dire? Je lui explique un peu mon point de vue, tout ça. Oh non, il dit, je peux pas vous inviter, vous avez un discours qui colle pas, ça va pas, je peux pas vous inviter et vous laisser dire ça. Qui colle pas avec quoi? Avec ça? Avec le bien-pensant français. Ouais. Parce qu'il faut être bien-pensant et pas sortir des rails. Incroyable. Donc Yann Barthès vous a dit, je ne peux pas vous laisser vous exprimer? Absolument. Il me l'a dit au téléphone. Ah, il m'a dit, monsieur, je peux pas vous convoquer, je peux pas vous inviter, c'est pas possible. Bon, si j'avais été plus au courant des choses, je me serais laissé inviter. Je comprends ce que vous voulez dire. Puis en direct, j'aurais craché ma pastille. Oui, mais bon, vous auriez fait le gentil au téléphone. Il m'aurait peut-être coupé quand même, mais bon. Oui, parce que c'est un faux direct. Ils ont toujours 2-3 minutes d'avance, mais enfin, vous auriez pu essayer, quoi. De toute façon, moi, comme c'est une émission que je ne regarde pas, je savais pas que c'était du direct, donc bon, béatement, je lui ai dit ce que je pensais dire, parce que je n'avais pas de raison de m'en cacher. Oui. Bon, ça m'a valu de ne pas être invité, mais bon, c'est pas grave. Non, mais les gens doivent quand même savoir que c'est important de montrer que les médias censurent vos propos, parce que merde, alors vous êtes le père d'une victime, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, quoi. En France, non. Ouais. En France, non. Vous n'avez pas le droit. En France, il faut rester bien pensant. Vous savez,
quand je dis sur Facebook que les présidents de la République, depuis Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Hollande, sont co-responsables des attentats et que Facebook me bloque mon compte pendant 30 jours et supprime mon poste, ça prouve bien qu'on n'est pas en démocratie. On peut pas dire ce qu'on veut. Moi, j'ai pas été insultant, j'ai pas été... j'ai dit un point de vue. Donc je comprends pas qu'on me supprime. Bon, c'est tout. Ils m'ont envoyé un bête message en disant que ça faisait pas partie des standards et que pour me condamner, ils me bloquaient 30 jours. Bon, bah, ils me bloquent 30 jours. Est-ce que vous pensez que l'immigration massive extra-européenne est un danger de mort pour notre peuple et pour notre culture? Ah bien sûr, ça c'est évident. Ouais. C'est évident. D'abord parce que ces gens font des enfants à une vitesse 3 ou 4 fois supérieure à la nôtre, et que si on continue comme ça et si on se laisse envahir, eh bien dans 10 à 20 ans, on ne parlera plus de Français de souche, on ne parlera plus d'Européens de souche. Et il y aura très peu de blancs, ça c'est évident. Vous faites allusion à un changement de peuple, vous pensez que c'est une réalité Bien sûr, mais je pense que les hommes politiques dont fait partie Hollande, Valls et compagnie sont bien au courant. Il y a des accords qui sont déjà passés pour remplacer le peuple européen par un peuple d'immigrés. C'est dans les tuyaux, c'est prévu, ça. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ces élites quand même sont quelquefois, enfin c'est souvent des Français. Comment ils acceptent de faire remplacer leur propre peuple? Comment ils arrivent à... L'appât du gain, monsieur. Ouais. Bien sûr. L'appât du gain. Qu'est-ce que vous voulez pourquoi ils courent tous en ce moment après l'assiette au beurre pour être élu président de la République? C'est pas par passion, c'est pas par passion, Faut être réaliste, Finalement, la France meurt par électoralisme, en fait, c'est ça qui est terrible, quoi. Bien sûr, mais ça n'est que le début, malheureusement. Moi, j'ai énormément de crainte pour mon fils. J'ai énormément de crainte. Je serais très content qu'il décide de partir à l'autre. Vous savez, ma fille a été partie pendant 6-7 mois en Australie. Et quand je l'avais sur Skype, je lui disais, mais ma fille, le pays te plaît, reste là-bas. Surtout, ne reviens pas en France. C'est terrible, ça me mais bien fait mal au sûr, cœur. mais vous croyez que moi, en tant que papa, ça me faisait pas mal au cœur d'être obligé de dire ça à ma fille? Oui. Non, ce qui est terrible, ça veut dire c'est que vous étiez conscient avant qu'elle meure des dangers. Et elle me dit, ben pourquoi? Elle dit, tu veux plus me voir? Ou ben, je dis non, ça n'a rien à voir. Mais je dis, je pense qu'il y a plus d'avenir, par exemple, en Australie qu'en France. La France, c'est un vieux pays qui est mort. C'est malheureusement. Alors, les raisons... on les connaît, ça fait 45 ans qu'on est dirigé par des ânes, donc il y a un jour ou l'autre, il faut payer l'addition, c'est obligatoire. Mais Et votre fils, il a une raison professionnelle d'être sur Paris, là. Bah oui, il travaille dans l'immobilier, donc c'est compliqué pour lui d'aller travailler, trouver un poste similaire en Australie, en Nouvelle-Zélande ou autre. Sinon, j'adorerais, quitte à ce que moi je déménage pour être auprès de lui. Bien sûr, mais c'est de votre fils. Malheureusement, on peut pas choisir pour ses enfants s'il est bien. Il vient de se marier, il est sur un nuage pour l'instant. Je pense, il me le dit pas, mais je pense qu'il doit me trouver un peu extrémiste. Il est beaucoup plus mesuré que moi, lui. Mais bon. D'un autre côté, c'est aussi insupportable de devoir quitter son pays parce que le pays devient invivable. Il y a aussi les. À la fois, c'est peut-être plus sage, mais en même temps. Monsieur, moi, j'ai bien été obligé de le quitter pour des raisons fiscales. Ah oui, c'est vrai que maintenant vous habitez à Belgique. Bien sûr. Encore autre chose. Oui. Bien sûr, j'habite à 4 km de la frontière. Ouais. Parce que si j'avais continué à habiter la France, je laissais 65 ou 68% de mes revenus à l'État français. Ouais. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, j'ai démarré avec rien, avec une caisse à outils, et j'ai dû vendre ma bagnole pour payer mes 3 premiers mois de loyer. Ouais. Et vous trouvez ça normal que vous d'être obligé de partir après parce que vous avez réussi à créer quelque chose? Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça tout bêtement scandaleux. Donc, je suis parti. Oui, excusez-moi, on a été interrompu. Moi, la technique, ça fait 2. Donc, vous parliez de votre évasion fiscale. C'est un autre sujet, mais... Mais comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français. C'est très dur d'être un commerçant aujourd'hui en France. C'est presque impossible. Mais on est écrasé de charges, monsieur. Écrasé de charges. C'est épouvantable. Donc, moi, j'ai réussi à monter une petite affaire. Maintenant, je l'ai vendue.
Si j'étais resté en France, j'aurais dû payer 33% sur la plus-value, alors que je l'ai créé, donc je vous explique pas ce que j'aurais payé comme impôt, plus la CSG, plus la CRDS, ça me faisait pratiquement 60% d'impôt sur un truc que j'ai créé moi. Vous trouvez ça normal, vous ? Non ? Bon, moi... C'est étrange parce que à côté de ça, des commerces étrangers, les maghrébins, il y en a des tas, ça fleurit de partout, des kebabs, des... Oui, mais quand vous regardez bien, moi je suis abonné à un journal qui s'appelle La Gazette. Ouais. C'est un journal local qui regroupe toutes les annonces légales de la région. 9 fois sur 10, ils créent quelque chose, ils prennent le pognon, ils déposent le bilan, ils créent quelque chose, ils prennent le pognon, ils déposent le bilan. Donc comme ça, ils n'ont rien à payer. Mais ils y arrivent en magouillant en fait. Ben bien, enfin, c'est légal, hein, tout le monde a le droit de déposer le bilan. Hein. C'est une, comme m'a dit une fois un prof d'économie, c'est une saine mesure de gestion. Donc, voilà, c'est bon. Moi, j'estime anormal qu'on me prive du produit de mon travail. C'est tout. J'ai toute ma vie, j'ai payé des impôts. Maintenant qu'au moment de vendre, on voudrait encore m'en piquer 60%. Ouais. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Donc, comme j'ai anticipé le truc, ça fait maintenant 8 ans que j'habite la Belgique. Bon, puis on y est pas mal en Belgique. Hein. L'immobilier est moins cher. Il n'y a pas de taxe foncière. Après, on a vu que la Belgique n'est pas à l'abri des attentats non plus, hein. C'est un autre sujet. Ça c'est autre chose, bien sûr, ils ont le même problème que nous, parce qu'ils ont les mêmes dirigeants laxistes, encore qu'en Belgique, il y a plusieurs provinces, il y a la Flandre, et dans la Flandre, il y a le Vlaams-Blok, qui est le Front National, mais en 10 fois plus dur, et qui s'apparente plus à un style de bloc identitaire, ou un truc comme ça. Et là, si vous allez habiter en Flandre, vous êtes tranquille, hein, je peux vous dire, il n'y a pas de problème. Hein, on vous laisse la paix là. Mais bon, le problème c'est linguistique après. Ah oui, c'est la partie de la Belgique où ça parle. Voilà. Alors, j'ai deux dernières questions. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre fille, ce qu'elle était, ce qu'elle aimait faire Ma fille. Ma fille, c'était un cas. Ma fille. Elle s'appelait Nathalie donc. Ouais. Ma fille, comme son père, une tête de lard. Un caractère épouvantable comme moi. Un cœur en or. Un cœur énorme. Et j'ai découvert le jour de son inhumation à quel point elle avait réussi dans son métier. Je me t'ai jamais rendu compte à quel point elle était appréciée dans son boulot. Il y avait beaucoup de gens à son... Il y avait 1200 personnes. Ah oui. Elle a été applaudie. D'accord, Donc elle avait réussi vraiment dans son métier, elle a été appréciée par ses proches. J'ai reçu des messages de revues américaines. Elle était connue là-bas en tant que éclairagiste. Donc j'en revenais pas qu'elle soit connue comme ça, quoi. Bon, ça m'a énormément surpris. D'accord. Et est-ce que de son vivant, elle avait un point de vue sur la politique, sur ce qui arrivait à la France? Elle n'était pas inquiète comme vous, elle était plutôt insouciante. Elle avait qu'une passion, la musique. Elle était dans sa vie, quoi. Une vie un peu bobo, quoi. Peu importe. Elle vivait dans un appartement à Paris qui était minuscule, dans des conditions, que j'ai trouvé déplorable. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai dû déménager son appartement. J'ai dit comment elle a pu vivre là-dedans. C'était vraiment enfin ça lui allait, c'était la vie qu'elle avait choisie. Elle refusait qu'on y aille d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Elle gagnait pas énormément d'argent, mais ça lui suffisait. Elle n'était pas attachée à l'argent du tout. Et c'était une vie de bohème, mais qu'elle s'était choisie et qui lui convenait. Mais vous voyez, sans argent, mon fils, peu de temps avant son décès, est allé lui annoncer qu'il allait se marier. Et
même qu'elle n'avait pas d'argent, elle était acheté une bouteille de champagne, des petits fours, tout ça. Ouais. Elle avait organisé une petite réception chez elle quand même. C'est une fille qui avait un cœur en or. Ouais, bon cœur. Ouais. Et j'aurais été content qu'elle soit là le jour du mariage de son frère. Mais c'est sûr que ça doit, dans les moments festifs, pour vous c'est plus du tout la même chose, Noël, etc. C'est évident. Ouais. C'est autant d'occasions de se rappeler qu'elle n'est pas là. Bah, Noël, j'étais seul. Ouais. Dur. Hein. C'est pas facile. Le mariage de mon fils, quand j'ai vu rentrer mon fils tout seul dans l'église, ma femme n'était pas là, ma fille n'était pas là. Et parce que bon J'ai essayé de faire bonne figure pour pas lui gâcher la fête, Évidemment, parce que lui il est pour rien. Mais bon. oui, votre femme est morte de maladie il y a quelques années, Ouais. Ça ajoute à votre solitude, c'est sûr. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens, je ne sais pas, à mon public, en quoi peut-on vous aider d'une quelconque manière? La seule façon qu'on puisse m'aider, c'est de tenir compte de mes propos Ouais. et que les gens soient avertis de l'état réel dans lequel on est. Ouais. Parce que je pense qu'ils sont tous inconscients, ils s'en rendent pas compte. Une sorte de Et sommeil. je pense que si on ne prend pas des mesures rapidement et des mesures fortes, ce sera la guerre civile et là on va déplorer beaucoup de morts. D'accord. Je n'avais pas prévu cette question, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la petite révolte du général Picmal qui finalement après est revenu un peu sur ses propos vous savez à Calais quand il était allé dire qu'il y avait un remplacement déjà j'estime anormal la façon dont il a été traité. Ouais. Je trouve ça lamentable. Lamentable, mais comme beaucoup de choses qui sont faites par ce gouvernement, on ne peut pas mettre un général, qui plus est un général de la Légion, qui a défendu au péril de sa vie son pays, on ne peut pas le traiter comme un simple délinquant. Et encore quand je dis ça, les gens qui ont mis le feu à la voiture de flics là que j'ai vu cet été, ce flic qui essayait de se défendre du mieux qu'il pouvait et tout, ils n'ont pas été traités comme le général Picmal. Et alors le clou, mais vraiment le clou du spectacle, c'est de l'avoir déchu de sa retraite. Ah, je ne Alors, savais pas ça. J'estime que Le Drian, il s'est pas grandi en faisant ça. Au contraire, il s'est vraiment rabaissé, déjà qu'il n'est pas grand. Mais je trouve vraiment que ça, c'est au ras des pâquerettes. Je veux pas admettre ça. Je trouve ça scandaleux. Bon, mais ce qui est bien, c'est de voir que des généraux et des plus glorieux prennent maintenant parti pour des patriotes, parce qu'ils se rendent compte quand même. Tout à fait, c'est pas dans l'habitude des gens de l'armée de prendre parti. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle l'armée la grande muette. Mais là, je pense que ça commence à mal tourner. Et de sa mère, c'est rassurant de savoir que l'armée suit ce que le gouvernement veut en général, sauf que là, on est dans un état de crise et on aimerait qu'il soit plus du côté du peuple. Ah bah ça c'est clair, hein. C'est clair, mais bon, si vous voulez, le problème c'est que maintenant on a affaire qu'à une armée de métier, donc ces gens, c'est leur revenu qui voit aussi, hein. Ah oui, c'est ça, il faut appeler un chat, comme la police. Ouais. Donc il faut bien qu'ils vivent tous les semaines et qu'ils ramènent de l'argent pour leurs femmes, leurs enfants et autres. Bien souvent, ils sont d'accord avec nous en secret, mais ils ne peuvent. Voilà. Donc, mais ça, je le comprends. Hein, je veux dire, c'est normal. Hein. C'est humain, du moins. Alors bon, ce monsieur qui est maintenant à la retraite. On l'a rayé des cadres de l'armée, je trouve ça, mais d'une petitesse. On a affaire à un gouvernement de nains et d'amateurs. On a l'impression que ces gens, ils sont là. D'abord, c'était pas prévu qu'ils soient là, puisque bon, je pense que tout le monde est d'accord pour affirmer qu'Hollande a été élu par accident. Hein, sinon, c'était DSK qui devait être élu. Je sais pas si ça aurait été mieux, mais enfin bon. Et tous les ministres qui ont été choisis sont des amateurs. Vous voyez, Cazeneuve, c'est un amateur. Quand je vois par exemple il s'est amusé à trafiquer les bandes d'enregistrement du film de la promenade des Anglais, et puis qui traîne cette policière municipale qui entre nous a un courage magnifique, et qui la traîne au tribunal.
Mais je dis, c'est un nain, ce mec. C'est incroyable. C'est inadmissible, quand même, un ministre qui s'en va mettre au tribunal une policière municipale. Mais j'ai jamais vu ça, quoi. Ce qui me choque vraiment, c'est que on voit jamais ces gens-là faire amende honorable Jamais. et demander pardon. Jamais. C'est bête, mais ça Jamais. ferait du bien de dire on est désolé, on n'a pas réussi à protéger les Français, Bien sûr. on a échoué à notre mission. Bien sûr, mais jamais ils diront ça, jamais, parce que ils se discréditent, hein, c'est eux les plus beaux, les plus forts, les meilleurs. Quand vous entendez Valls, par exemple, là maintenant il fait sa campagne présidentielle parce qu'il ne veut pas lâcher le morceau, il dit mais c'est quand même pas normal qu'on ait utilisé le 49.3, c'est lui qui l'a utilisé. Ouais, c'est encore un truc de fou. Bon, on se moque de qui là? Ouais. On se moque de qui? Alors maintenant ils veulent supprimer le 49.3, mais il l'a utilisé, pourquoi il l'a utilisé lui? C'est inadmissible des trucs comme ça. Je comprends même pas qu'il y ait encore des gens qui votent pour des girouettes On pareilles. verra bien. Je pense que les chances pour le Parti Socialiste d'arriver au pouvoir en 2017 sont assez minces. Mais, Je pense, mais bon. mais rien que les savoir à 15-20% est affreux. Hein. Bah oui, parce que je peux pas admettre qu'on puisse donner sa voix à des gens comme ça, quoi. Et puis vous savez, il y a une chose aussi qui fait énormément de mal à l'État, et ça c'est droite-gauche confondu, c'est la franc-maçonnerie, parce qu'encore vous regardez bien, dans le gouvernement, il y a 90% de francs-maçons, et surtout du Grand Orient de France. Qui est une loge considérée comme anti-chrétienne, par exemple. Antichrétienne et socialiste, et très marquée politique. Et il y a une autre chose qui fait beaucoup de mal aussi au paysage politique français, c'est l'école nationale d'administration. Ah oui. Ces gens-là, ils sont complètement has-been. Ils Ouais. prennent des décisions, comme disait Coluche, qui nous faisait rire à l'époque. Vous les mettez dans le désert, ils vont chercher, savoir où est-ce qu'ils peuvent acheter du sable. C'est exactement ça. Voilà. Ces gens-là, cette école, elle doit être supprimée. Elle a plus rien à voir. Vous avez jamais un mec qui est comme polytechnicien qui s'en va au gouvernement. Bon. Ou un centralien qui s'en va au gouvernement. Et c'est des gens qui sont quand même normalement suprêmement intelligents et qui savent prendre des décisions. On les voit jamais, ces gens-là, au gouvernement. Il y a quand même un problème. On veut dire que les décideurs sont pas compétents, tout simplement. Absolument. Ce sont des amateurs. Alors peut-être que pour gérer la mairie de Trifouilly-sur-Creuse, peut-être, mais ça s'arrête là, quoi. Et encore, quand on voit comment la région qu'administrait Hollande avant son élection présidentielle, on aurait dû être averti que c'était pas l'homme de la situation, hein, parce que la région, elle était en déficit catastrophique. J'ai vraiment été très choqué, vous savez, quand Hollande a annoncé qu'il ne se présenterait pas par son discours d'autocomplimentation. Où il s'est auto-complimenté, en fait. Bien sûr. C'était vraiment épouvantable. Enfin, c'est avec quelque chose à la fois de gaguesque et en même temps de tragique. Moi, je pense que il a que ce qu'il mérite. Ouais. Il a été amateur de A jusqu'à Z. Ne serait-ce que ces frasques en scooter pour rejoindre Julie Gaillet, j'ai trouvé ça mais débile. Hein, jusque les bêtises qu'il a pu faire lorsqu'il était reçu dans des conférences officielles. Où je me souviens, alors je sais plus exactement le contexte, mais il était reçu en Afrique et il remerciait le président et le président il n'était pas à la table. Et ça j'ai trouvé ça mais d'un amateurisme phénoménal, quoi. Bon, je sais pas, c'est... Non, mais il n'a pas la prestance, quoi. Non, il n'a pas les compétences, il n'a pas la prestance. Ça c'est sûr. Patrick, pour terminer, les gens qui ont envie de vous exprimer leur soutien, ils peuvent vous contacter comment? Bah ça c'est une bonne question. Parce que vous le souhaitez d'ailleurs, vous ne le souhaitez peut-être pas. Si, moi j'ai rien à cacher, je suis accessible. Par mail peut-être par mail, il faudrait qu'à ce moment-là que je puisse vous donner un mail. Je le ferai défiler à l'écran. D'accord, ok. Bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite vraiment un bon courage pour la suite de votre vie. Et de toute façon, nous restons en contact et quand cette émission sera en ligne, vous pourrez commenter vous-même sur YouTube aux gens qui se posent des questions si j'ai pas encore tout dit.
D'accord, pas de problème. Merci à vous. Merci à vous. De rien. Vous savez, il y a des choix civilisationnels, il y a des choix très profonds, des choix importants. Il y a des pays, comme la France par exemple, qui se disent on va par exemple avoir l'islam chez nous, quitte à nous faire massacrer. On sait que cette religion, là où elle va, que ce soit dans l'espace, n'est-ce pas, ou sur le temps, sur 1400 ans, là où elle va, elle cause des tueries et des massacres. Les Français ont accepté cela. Les Français se sont dit, nous sommes d'accord. Nous savons que certains d'entre nous se feront massacrer, nous savons que certains d'entre nous se feront tuer dans des conditions atroces, mais nous considérons que le sang de nos victimes est le juste prix. Et le prix pour avoir l'islam chez nous. Et nous le payons volontiers. Voilà, ça c'est la position des Français. Je comprends très bien cette position. Chacun donne à sa vie la valeur qu'il veut bien donner. Je peux tout à fait comprendre que vous considériez vos morts comme le juste prix pour bénéficier, n'est-ce pas, des bienfaits de l'islam, comme on dit chez nous. Néanmoins, il faut juste être un petit peu ouvert, un petit peu se mettre, avoir un peu d'empathie, se mettre à la place d'autres peuples et comprendre que les autres peuples n'ont peut-être pas envie d'accepter cela. Les autres peuples n'ont pas envie de donner leurs enfants à se faire massacrer, les donner en holocauste, si vous voulez, à des égorgeurs qui ont été dans leur famille, qui ont été élevés depuis leur enfance pour égorger, pour tuer pour l'islam et mourir en shahid, comme ils disent, et sauver leurs parents, et sauver leur village, et avoir des prostituées divines. Il faut bien dire ça, vous comprenez. Il y a des peuples qui ne vont pas accepter cela, même si des peuples l'ont accepté. D'ailleurs, la majorité des peuples ont accepté cela. Nous, en Algérie, on a accepté cela. Les Français l'ont accepté, les Belges, les gens des Pays-Bas, ils ont accepté cette équation. Ils sont prêts à donner une partie d'entre eux en holocauste pour que certains appliquent leur religion, parce que il faut dire la vérité, ce que vous appelez terrorisme, chez certains ça s'appelle du djihad, hein, c'est une obligation religieuse. Il faut savoir que dans l'islam, il y a plus de pages ou de livres sur le djihad que sur la prière ou le ramadan, hein, d'accord. Donc c'est des réalités, malheureusement. Je suis désolé de vous ramener à la réalité, c'est pas évident, n'est-ce pas? C'est pas évident de ramener les gens à la réalité, mais c'est ça, c'est le terrain là, c'est le sol, hein, c'est quand on touche le sol, quand on touche le béton, il est froid et tout, c'est ça s'appelle la réalité, tu comprends? Et malheureusement, si nous pouvions même stratégiquement retourner ces musulmans qu'on a instrumentalisés contre nous pour détruire le pays et en faire les meilleurs citoyens français et les meilleurs défenseurs de la France contre le projet de destruction mondialiste, il y aurait quelque chose de l'ordre de la justice immanente, de l'ironie hegelienne et du bien qui personnellement me donne envie de tenter la chose. J'aimerais que demain ce soit les musulmans qui finalement nous aident à sauver la France du projet de destruction de la France qui est le so low, felt the wind roll like I was a screen door in a thunderstorm. Yeah, I've been down, you've been laid out, but you always were what I came here for. Waiting all day
I say, for a bell to ring, for the first sting. Yeah, I've been blue.